Bonjour à tous, malheureusement je ne peux être actuellement en votre agréable compagnie, aussi cette intervention est filmée afin qu'elle puisse vous être projetée. Le titre de mon intervention est « Le psychologue consultant en activité d'audit d'enquête, quelle souffrance, quelle limite ?» Il s'agit ici de s'interroger sur le métier très spécifique qu'est celui de consultant en situation d'enquête lors d'une plainte de harcèlement en entreprise. Tout d'abord, dans le cas précité, l'on constate, premier point, qu'une pseudo-enquête a déjà été faite, entraînant à sa suite la méfiance des salariés envers toute intervention extérieure. Le cabinet aurait-il été acheté à son tour, ce qui a pour conséquence, a priori, de verrouiller la parole des personnes auditées. Deuxième point, que lors de l'audit, les syndicats ne respectent pas la règle posée en matière d'enquête, à savoir que la communication est diffusée par le seul cabinet et que l'entreprise ne doit pas interférer dans cette communication, sous peine d'entraver la bonne marche des entretiens. Troisième point, que la direction tente également de museler la parole en traquant les personnes auditées et en voulant à tout prix connaître le contenu des entretiens, qui demeurent absolument confidentiels, afin de protéger la sécurité des personnes dans l'entreprise et de faire toute la lumière sur cette affaire. D'ores et déjà, les difficultés rencontrées par le psychologue consultant relèvent de l'environnement pathogène qui préside à l'enquête. Il doit faire face à des obstacles, recadrer les syndicats comme la direction, et tenir, contre vents et marées, sa méthodologie d'intervention. De plus, compte tenu du contexte, les entretiens doivent sécuriser au maximum les salariés, afin de leur garantir un cadre de parole libre. Pour ce faire, il arrive que la réassurance ne suffise pas, et qu'il faille rappeler l'existence du cadre pénal en matière de harcèlement, où chaque personne devra répondre, le cas échéant, de ce dont elle est témoin, victime ou auteur. En somme, il s'agit de chasser la peur de la direction par une autre peur, le cadre pénal. Le but de l'intervention n'est pas de donner un espace thérapeutique aux uns et aux autres, bien que l'entretien puisse être l'occasion d'exprimer des souffrances et des doutes, mais bien d'extraire le maximum d'informations susceptibles d'éclairer la situation. La première difficulté consistera donc à tenir sa méthodologie contre toute tentative de manipulation, avec une hyper-exigence éthique et déontologique, soucieuse de neutralité et d'indépendance, coûteuse en énergie dans un tel contexte où les conclusions souhaitent être orientées par différentes instances. Pour ce faire, une excellente connaissance dans la manipulation et de sérieuses compétences en systémique et psychopathologie du travail sont de solides appuis. Mais d'autres facteurs sont à l'origine d'une souffrance morale chez le consultant psychologue. Tout d'abord, la charge mentale intense à laquelle il est censé faire face, et ce pour plusieurs raisons. La tenue des délais, qui est toujours très courte dans ce genre de contexte, et nécessite de déployer des stratégies. Le sujet de l'enquête, qui est en soi très agressant pour le psychisme dans la mesure où il s'agit d'atteinte à l'intégrité d'autrui, soit la personne qui se dit victime est réellement victime de harcèlement, soit la personne accusée est victime de fausses accusations. Mais dans les deux cas, le traumatisme circule au sein de l'entreprise, dans la mesure où l'intégrité psychique est atteinte. Le psychologue consultant est donc susceptible lui-même de recueillir la charge traumatique à l'œuvre dans l'entreprise dont on connaît les phénomènes de contagion. Les entretiens dans ce genre de situation sont très chargés de souffrance morale. Il y a ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu, ceux qui ont fait, et toutes ces personnes sont souvent en état de crise lors de l'enquête. Dans une telle situation d'urgence, le psychologue est immergé dans l'entreprise et n'a pas le temps ni l'espace pour se faire superviser. Il pourra le faire plus tard, mais dans le temps même de l'intervention, c'est impossible. Aussi doit-il développer des techniques pour prendre de la distance tout en étant immergé, pour faire la part des choses, et ne pas se laisser renvahir par la charge traumatique ou la souffrance morale des salariés, pour ne pas projeter ses propres problématiques sur la situation. Inutile de dire que cela suppose un puissant travail thérapeutique sur soi-même par ailleurs, afin de ne pas être prisonnier de ses propres problèmes lors de l'enquête. Par exemple, l'une des difficultés souvent rencontrées par les consultants juniors est l'identification à la personne qui souffre. Or, la personne qui souffre n'est pas nécessairement victime, ou tout au moins n'est pas nécessairement victime de cette situation-là. Il faut donc savoir faire la part des choses, et ne pas plonger la tête la première dans l'identification à la souffrance d'autrui, par un excès d'empathie qui perturberait le déroulement de l'enquête. Savoir faire la part des choses est une qualité indispensable au métier d'auditeur.
Dans le cas précité, l'inspection du travail, non formée en psychopathologie du travail, se voit manipulée par la souffrance de la plaignante. Certes, la plaignante souffre, mais elle ne souffre peut-être pas de ce dont elle dit souffrir. L'autre difficulté rencontrée par les consultants juniors est de ne pas se laisser avoir par la manipulation et l'éventuelle perversion présente au cœur de ce genre de situation, et de savoir identifier les injonctions paradoxales présentes au niveau individuel, collectif et organisationnel. Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, la distance consiste surtout à être dans l'absence de jugement, et c'est là le cœur de la réussite d'une enquête. Si vous avez pris parti, vous avez échoué, car vous avez perdu en neutralité. Il s'agit de comprendre quelles sont les motivations des uns et des autres à agir ainsi, et surtout d'élargir le champ de pensée à une analyse systémique, en trouvant les facteurs organisationnels ayant présidé à une telle situation de crise. Cela nécessite des qualités d'analyse et de synthèse, mais également de bienveillance, car le propos est d'éclairer une situation, de faire ressortir les opinions et les faits, et de proposer une description sémiologique, ainsi qu'une analyse psychopathologique de la situation présente au niveau de l'organisation du travail, avant d'émettre des préconisations. Il faut donc avoir travaillé sa force mentale pour être en mesure de ne pas se laisser aller à la facilité du jugement, le gentil harcelé, le méchant harceleur, etc. Et comprendre comment des personnes, des groupes et une organisation du travail ont basculé dans un enfer où chacun fait agir le pire de lui-même. À moins d'être fortement expérimenté, réaliser l'enquête à plusieurs, au moins à deux, est un garde-fou pour se prémunir de ses propres failles. Une intervention de ce type nécessite ce que Karasek nomme le soutien social, et qui est la possibilité de réguler la charge mentale au sein d'un collectif de travail avec des collègues. Il faut pouvoir en parler entre consultants, le soir, avec des collègues de confiance. Enfin, l'enjeu de résultat, se tromper aurait des conséquences extrêmement graves. En clair, il n'y a pas de droit à l'erreur dans ce genre d'enquête, fait peser une pression supplémentaire sur les épaules du psychologue consultant. Le cumul de tous ces facteurs et d'autres entraîne chez les psychologues consultants des symptômes en miroir, stress bien sûr, difficultés de repérage spatio-temporel, insomnie, cauchemar, angoisse. La charge mentale est extrême avec des risques de burn-out importants et toute la panoplie des troubles psychosociaux. Pour cela, il me semble raisonnable de prévoir 4 régulations au moins. La première, ne pas réaliser trop souvent d'enquêtes sur des plaintes de harcèlement. Il faut pouvoir souffler entre les enquêtes et reprendre du poil de la bête. La deuxième, se faire superviser entre les enquêtes. La troisième, continuer d'analyser, de penser, de se documenter pour augmenter ses compétences et ses connaissances, car l'analyse est un facteur de régulation très important. La quatrième, dans la mesure du possible, réaliser les enquêtes avec des collègues aguerris et de confiance qui offriront le soutien social nécessaire pour faire face à une violence organisationnelle qui, de ce fait, est démultipliée. Je vous souhaite une excellente fin de colloque et vous dis au plaisir de vous retrouver bientôt.